3 invités avec nous comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Alexandre Ezès nous accompagne également, stratégiste chez Richelieu Gestion, Richelieu Finance aujourd'hui. Banque Richelieu. Banque Richelieu, bon, tout faux, ça reste Richelieu. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, je vais mettre à jour mes tablettes. Et Bastien Dru, à nos côtés, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. J'ai bon là-dessus, Bastien, c'est toujours ça. Et je note au passage, et j'annonce au passage la sortie de votre nouvel ouvrage. Vous êtes très productif pour l'industrie de la littérature française. Alors, sur des sujets économiques, bien sûr, le titre, c'est l'inflation, c'est quoi ? Point d'interrogation. Pourquoi les prix montent ? Livre qui s'adresse à tout le monde, avec également une illustratrice qui est venue cette fois apporter justement ces illustrations à votre sujet de l'inflation. Oui, l'idée, c'était de faire un livre assez général sur l'inflation, faire un peu de pédagogie sur l'inflation, parce que depuis 2 ans, on en parle tous les jours, et à certains endroits, à tort et à travers. Donc, c'était l'occasion de rappeler ce que c'est l'inflation, quelles sont les causes théoriques de l'inflation, puis le lien avec les grandes questions de société, comme le changement climatique, la démographie, les inégalités, par exemple. Et l'objectif, c'était de faire quelque chose de très pédagogique. C'est pour ça qu'on a travaillé avec une illustratrice, Camille Aubry, qui a fait vraiment des illustrations super sympas. Il y en a une 50aine dans le livre pour essayer de rendre les choses plus concrètes, quoi. Et du coup, c'est bien ou c'est mal l'inflation ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais parce que depuis 2 ans, on en parle comme étant le mal absolu, Bastien. C'est bien quand les prix sont stables, quoi. Quand il y en a une stabilité des prix. C'est ça que recherchent les banques centrales. Initialement, on cherchait la stabilité des prix. Il n'y avait pas forcément, dans les premiers temps des banques centrales, une cible d'inflation précise. On voulait vraiment des prix stables, parce que ça permet aux agents économiques de mieux se projeter dans l'avenir, pour mieux consommer et pour investir aussi pour les entreprises. Le niveau, ça compte, mais la dynamique, la stabilité, c'est aussi un facteur important, notamment pour les banques centrales. Aux éditions de Box Supérieur, je le précise. L'inflation, c'est quoi ? Pourquoi les prix montent ? Écrit par Bastien Dru et illustré par Camille Aubry. On va parler de l'inflation, évidemment, dans le sillage de la réunion de la Fed hier soir. Mais Jérôme Powell nous a quand même d'abord parlé aussi de la croissance, Véronique. Je reprenais, je note parfois des petites phrases, des punchlines de Jérôme Powell pour dater un petit peu les choses dans le temps. Septembre 2022. Donc on est quelques mois à peine après le démarrage des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine. Septembre 2022, Jérôme Powell nous dit « Il n'y a pas de chemin sans douleur pour ramener l'inflation à l'objectif. Comprenez, nous devrons faire monter le taux de chômage, si nécessaire emmener l'économie en récession. » Et le message qu'il lançait à l'époque aux investisseurs et à tout le monde, espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire. 15 mois plus tard, hier, 31 janvier 2024, soyons honnêtes, nous dit Jérôme Powell, l'économie américaine est en bonne place. C'est une bonne économie. Nous prévoyons certes un ralentissement de la croissance, mais nous ne voyons pas une croissance plus solide comme étant un problème. Et du coup, nous doutons, l'inflation a-t-elle vraiment disparu ou pourrait-elle revenir par la fenêtre ? Non, les résultats de l'économie américaine sont spectaculaires. Au vu, effectivement, du choc à la fois de la hausse des prix, qui en lui-même aurait pu mettre l'économie au tapis, et de la hausse des taux d'intérêt, effectivement, qui s'en est suivie. Alors, tout ceci ne reste pas sans explication. On a quand même beaucoup de facteurs à aligner qui ont été des éléments de soutien ou qui ont contrecarré ces 2 effets négatifs de manière assez magistrale. Le premier, post-choc Covid sur la demande de services, avec une épargne abondante qui a pu servir effectivement la dépense. Quand vous avez beaucoup d'épargne, que les taux d'intérêt réels sont négatifs comme quasiment jamais ils ne l'ont été, finalement, allez, pourquoi garder cette épargne ? Donc il y a sans doute un effet également d'anticipation de certaines dépenses, ou alors, c'est pas très approprié, parce qu'en général, ce sont des dépenses lourdes, bien durables, etc. Or, c'est pas de ça que s'est nourrie la croissance, c'est plutôt des services. Donc les Américains en ont profité. Deuxièmement, il y a ce que je viens de mentionner,
le fait que les taux d'intérêt réels se sont littéralement effondrés. Et ce qu'on redoutait le plus au début de cette crise, notamment du fait des hausses des taux, c'était une chute du marché immobilier, qui avait été quand même hyper spéculatif, avec cette bulle à partir de 2020. Et c'est là que se concentraient quand même les interrogations. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la baisse des taux réels a complètement temporisé le choc. Ce qui fait que baisse des taux réels et un marché saturé avec des hausses de loyer de 7-8% jusqu'à récemment, investisseurs américains, l'américain moyen qui a les moyens justement d'investir, a continué à le faire avec la promesse de rendement grâce précisément aux pénuries et aux hausses de loyer. Dans le résidentiel, les prix des 20 plus grandes villes américaines sont au plus haut historique. Oui. Alors après, quand on regarde dans le détail, il y a d'énormes distorsions. On voit bien ce qui porte le marché. Et puis, il y a l'immobilier commercial, de bureaux, etc. Oui. Il y a plusieurs marchés. Les ventes au-dessus de $500 000, donc c'est pas tout à fait le prix médian américain. Mais toujours est-il que ça tient. Et puis la grosse chambre, difficile à chiffrer parce que c'est toujours, ça passe les méandres de l'économie, mais les dépenses et le soutien apporté par l'administration Biden, qui est considérable. L'IRA, le chip, voilà. Ouais. Et puis Biden est encore sur le terrain. Alors tous les 6 mois, on ressort le risque de shutdown, mais finalement, comme on est dans un environnement géostratégique quand même un peu chaud, on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied, quoi. Exactement. Donc c'est quand même pas difficile de décaler encore un peu ou d'éliminer d'ailleurs carrément les limites à l'endettement comme ils ont fait récemment. Donc finalement, voilà. Et en fait, quand on reprend tout ça point par point, avec des entreprises qui de fait n'ont pas eu beaucoup de problèmes en termes de pricing power pour répercuter leur hausse de coûts, ça tient admirablement bien. Quand on regarde un petit peu sous le dessous, c'est moins bien, des distorsions énormes. On a mentionné le marché immobilier, marché de l'emploi, où finalement on crée essentiellement de l'emploi dans la santé et le secteur public. Bon, c'est pas tout à fait le reflet d'une économie en pleine santé, mais effectivement des résultats néanmoins spectaculaires. Est-ce que tous ces points vont continuer à œuvrer ? En tout cas, aujourd'hui, ça fait dire à Jérôme Powell. Oui, mais on voit bien, moi je vois bien la connexion. Si. Eh bien, pour l'instant, ça tient. L'inflation décélère. On devrait pouvoir assouplir, si tout se passe bien, nos conditions monétaires. Est-ce que néanmoins, avec un taux de chômage inférieur à 4%, on peut vraiment ne pas se préoccuper et se dire, allez, on va baisser les tensions monétaires au risque de revoir l'emploi repartir et le taux de chômage rebaisser et de se retrouver dans 6-9 mois. C'est le risque principal pour vous à ce stade, Véronique ? Celui-ci et le risque que les marchés une baisse de taux de 25 points de base, vous dites, ça relance là Non, mais ça n'a pas de sens, 25 points de base. Pourquoi ils font 25 points de base ? Donc, si c'est pour faire 25 points de base, ils ne font rien. D'accord. Donc, ces 25 points de base qui vont nous annoncer à minima 75-100. Bon, sinon, ça ne sert à rien. Et on ne le fait pas, on ne va pas se prendre la tête. C'est ce qu'il dit. La première baisse de taux, c'est une décision lourde de conséquences qui engage sur la suite. La première baisse de taux, c'est la plus importante. Et du coup, si on l'a fait, la probabilité, c'est que potentiellement, ça reparte. Et la vérité, c'est qu'avec un taux de chômage aussi bas encore qu'aujourd'hui, même s'il est un petit peu monté, 3,7, je crois, les derniers chiffres, vous avez quoi ? 2-3 trimestres de robustesse de l'emploi avant de vous reposer la question des saturations sur le marché de l'emploi et des risques salariaux. Donc voilà, moi je comprends. En fait, j'aurais considéré que c'était une erreur s'il avait joué la carte de mois de mars. Donc je crois qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Certains peuvent penser que ne pas baisser en mars, au regard des scénarios, oui, non, mais je suis d'accord. Mais certains sont amenés à imaginer aujourd'hui que ne pas baisser en mars, ou en tout cas fermer complètement la porte en mars, ce qu'il n'a pas fait, aurait été une erreur également dans l'autre sens. Peut-être. Tout à fait, mais il ne l'a pas fait. Il a joué assez habilement. Il a quand même bien rétréci l'ouverture, mais il s'est laissé une petite porte. Et de fait, une des raisons que je n'ai pas mentionnées, j'arrête de parler, c'est la très bonne santé des marchés financiers. Rien ne vous dit aujourd'hui que l'économie souffre de conditions monétaires ou financières trop strictes. It's a good economy. On veut préserver ça. Depuis une semaine,
les soubresauts sur de nombreuses actions doivent quand même commencer à amener à s'interroger, et c'est peut-être là-dessus d'ailleurs que la décision de mars in fine se fera, par le retour d'un risque financier qui pourrait effectivement revenir potentiellement assez rapidement. Sorti un peu des radars, mais effectivement on a vu revenir hier un moins 40% sur une action d'une banque régionale qui avait elle-même sauvé une banque régionale new-yorkaise au moment de SVB. Comment vous avez trouvé la communication de Jérôme Powell hier soir, Alexandre? Et encore une fois, j'ai l'impression, et moi le premier, on a le sentiment que quand les banques centrales baissent les taux, c'est parce que quelque chose ne va pas bien, qu'il faut venir, alors, ou en soutien des marchés, c'est le put, ou en soutien d'une économie qui serait défaillante, d'un marché du travail qui serait au bord du précipice, etc. Pas du tout ce que décrit Jérôme Powell. Mais il essaye de construire quand même l'idée que on peut recalibrer la politique monétaire partant des niveaux actuels sans se mettre en position d'accommodation, de soutien ou de stimulus. Non, je pense qu'effectivement, il doit s'adapter. On n'est plus du tout comme les dernières années où à chaque fois c'était un put banque centrale et on baissait quand ça allait mal. Bon, on était en risque de déflation, donc là, on n'est plus du tout dans la même dimension. Je pense que ça a été finalement assez malin de sa part. Et il faut comprendre que quand même, depuis le mois de décembre, ils sont tous allés au créneau pour essayer de ralentir les anticipations de marché. Tout son problème, en fait, c'est d'éviter des anticipations de marché trop fortes pour après avoir des déceptions qui créent un crack, un choc, etc. Donc, ils sont quand même... tous les banquiers centraux ont parlé pour dire mais attention, certains disaient il ne faut même pas baisser les taux. Donc ils y sont allés et pourtant le marché n'y croyait pas. Donc il a fallu quand même marquer le coup. Après, moi mon analyse c'est que c'est plutôt bon. Pourquoi ? Tout doit être fait de toute manière pour éviter d'avoir à les remonter. Pour moi c'est le vrai mantra. Ils ont tellement peur des années 70 avec du stop and go, et on baisse les taux, et des vagues d'inflation qui sont encore plus hautes, donc il faut encore monter plus les taux, et là, ça serait catastrophique, c'est qu'en fait, ils ont un peu peur, et l'histoire de dire il faut une grande confiance dans l'inflation pour être sûr de baisser les taux et qu'ils soient à moins de 2% de manière structurelle, ils n'y arriveront jamais, on n'est jamais sûr. Donc il n'est pas capable de nous donner une donnée précise. Voilà. On a besoin de plus de confiance. On a besoin de plus de confiance. Mais bon, effectivement, il y a le marché de l'emploi. Il y a quand même des valeurs qui se dégradent. Enfin, il y a quand même, sous l'économie, il y a quand même pas mal de choses qui se dégradent. On voit avec le quatrième trimestre qui a été très bon, etc. Mais l'emploi, on peut le voir de manière un peu plus modérée. Il y a quand même des chiffres, l'industrie. Enfin bon, tout ça va pas si bien que ça. En tout cas, il n'y a pas de surchauffe. C'est déjà ça, parce qu'il y avait quand même une grosse surchauffe. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette demande qui était massive, ça c'est plutôt fini. L'offre a énormément rattrapé également, et sans doute plus que ce qu'on imaginait. On a encore eu des chiffres de productivité, des premières estimations, mais quand même sur 3-4 trimestres maintenant, on a des gains de productivité significatifs dans l'économie américaine. Exactement. Alors, avec deux propos, je pense, à modérer par rapport à l'état de la santé du marché financier aux États-Unis. L'intelligence artificielle a quand même complètement faussé les marchés américains. Si vous enlevez toutes ces valeurs-là, le marché américain n'est pas véritablement... C'est pas mieux que l'Europe. Le S&P. Voilà, exactement. Donc, il faut quand même enlever ça, parce que finalement, les valeurs de fonds de portefeuille, or, effectivement, cette magnifique, toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle, ça fait pas si bien que ça, l'année dernière. Donc, c'est pas on n'est pas dans une bulle spéculative. Il y a un thème qui bouillonne, mais c'est pas le reflet général que donnent les marchés financiers. Qui attrape tout. Et puis, deuxième chose, il y a un point assez important dans la conférence d'hier, c'est qu'il a commencé à dire, finalement, la hausse des salaires et l'inflation n'est pas liée forcément à une remontée du taux d'emploi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être de taux de chômage, pardon. Ouais. Il veut dire quand même, parce que c'est quand même, déjà, c'est pas bien compréhensible à l'aube d'élection de dire que la Banque centrale doit faire monter les taux du chômage. La BCE a un peu le même sujet, je pense, dans ses discours. C'est de dire, nous, on est là pour faire baisser l'inflation, donc on veut monter le taux de chômage. Il y a quand même, on sait que les problèmes politiques, à peu près en Europe et aux États-Unis, il y a beaucoup d'élections, il y a des élections, c'est quand même compliqué. Ça fait un an que l'inflation baisse sans que le taux de chômage remonte. Voilà. Enfin, si ce thème était pris politiquement, ça serait compliqué, notamment pour Biden. Donc, il est en train de décaler, en tout cas, les deux problématiques en disant le taux de chômage peut être à moins de 4%, grosso modo, et finalement, on peut avoir une modération salariale qui est en train de se faire. Et pourquoi pas ? Et encore une fois, ce qui est important, c'est de tout faire, et je pense que pour les marchés financiers et pour l'économie
on est sur le meilleur chemin possible, c'est-à-dire que de dire attention, on ne suit pas les marchés financiers, nous on ne va pas baisser parce que vous voulez que ça baisse et puis finalement attendre dans 6 mois que l'inflation remonte et être obligé, c'est de dire on veut stabiliser, comme c'est écrit dans votre livre, de toute façon c'est la stabilité qui compte, et donc pour que les primes de risque effectivement restent faibles, c'est donc la crédibilité de la Banque centrale américaine, et pour l'instant ils ont eu un peu de chance au départ quand même, parce qu'ils étaient très en retard, finalement tout s'est bien goupillé, on est quand même sur un alignement des planètes. Et finalement, ils en profitent pour être crédibles et pour dire attention, on ne va pas non plus crier victoire, mais avec une stabilité qui va se faire. La baisse, je pense que la première baisse est quand même importante, ça marque, ça marque date. Oui. Et puis après, ça sera très graduel, et on attendra, et surtout une stabilité et éviter que les taux remontent. Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez derrière ce besoin de plus grande confiance ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement, Bastien ? C'est quoi le true signal qu'ils veulent voir, le vrai signal qu'ils veulent voir, sachant qu'il évoque lui-même 6 mois de bonnes, voire de très bonnes surprises sur le front de l'inflation, qu'on a un corps PCE au Q3 et au Q4 qui est parfaitement à 2%, sur des moyennes 3 mois annualisées, on est en dessous de 2 sur cette mesure phare pour la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qui leur manque ? Et pourquoi est-ce que Mars est sorti de la table hier soir par Jérôme Powell ? Alors, c'est difficile d'ajouter quelque chose d'intelligent, mais je vais essayer. Je vous recommande un très bon livre sur l'inflation, Bastien, si vous voulez. Alors, en fait, il y avait 2 choses qui m'ont marqué, moi, dans la conférence de presse d'hier. C'est évidemment le Mars, quand il dit que ce n'est pas leur scénario central, la baisse de taux de Mars. Mais aussi, il dit qu'ils ont déjà confiance dans la convergence de l'inflation vers 2%. Alors que dans le communiqué, il dit pour les baisses de taux, il faut plus de confiance. Alors, c'est quand même bizarre parce qu'il dit on a déjà confiance. Alors, mon interprétation, je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord, c'est que, en fait, ils ont déjà envie de le faire, mais ils ne veulent pas se faire piéger. Et ils se sont déjà fait piéger par les statistiques. On l'a vu avec les révisions des chiffres d'inflation l'année dernière, les chiffres de saisonnalité de l'inflation qui a été revus au début de l'année dernière. Donc là, ils pensaient qu'il y avait une belle désinflation. Et en fait, non, la désinflation n'existait pas. C'était un mirage statistique. Et ils ne veulent pas se faire piéger comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils avaient dû continuer à remonter les taux directeurs, alors que finalement, ce n'était pas forcément leur intention première de continuer. D'aller jusqu'à ce niveau-là. Et là, il y a de nouvelles révisions qui viennent sur l'appareil statistique américain. Il y a plusieurs choses à venir. Et donc, avant le FOMC de mars, il y a, dès demain, avec le Job Report, ils vont incorporer les révisions annuelles de l'emploi. Donc, pour l'instant, on n'a qu'une une estimation préliminaire qui était de revoir à la baisse le niveau d'emploi de 300 000. Mais quel est le chiffre qui va sortir demain ? Je pense que, en gros, personne ne le sait, quoi. Et puis, la semaine prochaine, donc vendredi de la semaine d'après, on aura les révisions du CPI, la révision de saisonnalité du CPI. Donc, la Fed suit l'inflation PCE, PCI, mais le PCI prend des inputs du CPI dans son calcul. Bien sûr. Donc, ils ne veulent pas se faire piéger. Ça aurait été un peu bête de leur part d'affirmer qu'ils veulent baisser les taux en mars, parce que là, la probabilité serait passée à 100%. Et avec potentiellement des révisions de saisonnalité ou des révisions annuelles qui les auraient pris complètement à contre-pied. Donc ils sont vraiment dans une sorte de gestion du risque où en fait, le plus intelligent, c'était de dire que ce n'était pas le scénario central, la baisse de taux en mars. Le scénario, le pricing de marché... Il précise, ça reste à voir. Il dit, de ce que j'ai compris des participants du FOMC ce soir, personne n'a en tête une baisse de taux en mars. Ça reste à voir. Voilà, donc si on prend... donc évidemment, il y a une banque régionale qui a un peu dévissé hier, mais si on regarde le pricing qu'il y avait il y a 2 jours, ça donnait une probabilité de baisse de taux en mars qui était de 45%. Là, post-FOMC, on est à 35%, à peu près. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup changé les choses. Et surtout, moi, je retiendrais plutôt donc, le complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas fermé la porte à une baisse de taux en mars. En fait, je pense qu'ils ont en tête le narratif que la désinflation s'est bien déroulée, que ça va continuer, que le marché du travail a beaucoup ralenti, mais ne veut juste pas se faire piéger. Et au-delà des révisions, on va avoir donc 2 rapports sur l'inflation, 2 rapports sur l'emploi avant le prochain FOMC, c'est ça, Bastien. Ces chiffres-là,
pourrait permettre déjà de formaliser une décision potentiellement le 20 mars prochain. Bien sûr. Ouais. Enfin, là, après, on verra ce que donnent les révisions de saisonnalité, mais si la saisonnalité ne change pas grand-chose à la trajectoire de Core PCI, on est déjà à 2,9, il a bien répété hier, sur 6 mois, c'est inférieur à 2% en annualisé. Là, si on continue sur cette tendance, on va aller taper sans doute les 2,5 sur les prochains chiffres. Pas le prochain, mais dans 2 rapports, on aura du 2,5, et ils avaient signalé que c'était finalement le niveau qu'ils voulaient atteindre, quoi. Un des moments très dovish de la réunion, Véronique, c'est quand il donne une clé aussi sur le marché du travail. C'est bien un put macro. Un affaiblissement surprise du marché du travail nous pousserait sans aucun doute à agir plus vite. Il y a un truc quand même un peu asymétrique quand même maintenant pour préserver la croissance et le marché du travail, quoi. Oui, et d'ailleurs, alors juste pour rebondir là sur ce qui était dit à l'instant, moi, qu'est-ce que j'ai pris comme we just need more confidence. Oui, more confidence. More. Comme s'il s'excusait. On veut juste avoir la confirmation, mais on y est, on est content. Ouais. Mais on voudrait bien quand même que tout ça soit consolidé. En fait, je pense que le vrai problème, c'est ce qu'il a fait en décembre. Ils ont été complètement dépassés par la réaction des marchés à la communication du mois de décembre de Jérôme Powell. Pourquoi dépasser? Il y a un journaliste expert du sujet qui lui a fait remarquer que, alors les règles de Taylor, on peut les tordre dans tous les sens, mais que même en utilisant ces modèles fondamentaux pour les banques centrales, ces règles-là peuvent nous dire, ça y est, vous pouvez le faire maintenant. Mais non, moi, ma règle de Taylor, elle dit non. Un économiste, une règle de Taylor, oui. Exactement, j'avais entendu. On m'avait dit qu'il y avait 60 modèles de règles de Taylor à la BCE à l'époque. Voilà, on n'a pas fini. Ouais, mais en tout cas, dans tous ces modèles-là, ils pourraient très bien en trouver un qui leur permettrait de baisser les taux aujourd'hui. Alors, à contrario, on peut lui dire. Pour vous, ils sont encore dans le rétropédalage de décembre. Tu vois des signes de ralentissement ? Regarde l'immobilier, tu vois des signes de ralentissement. Les loyers. Il y a une journaliste qui l'a bien interrogé là-dessus. Oui. On sait bien que c'est un problème de société et on sent bien tous qu'il y en a encore sous le coude et que le marché immobilier, pour beaucoup, attend la baisse des taux pour rebondir potentiellement. Donc, il ne veut pas se laisser prendre. Et après, si on ne veut pas passer de règles de Taylor, il y a quand même croissance nominale et taux d'intérêt. L'objectif, 2% de croissance, 1,5 à 2. Allez. Inflation à 2,5, ben voilà, on a des taux qui sont à combien là aujourd'hui, 4,20 ou je sais plus. Oui, sur le 10 ans, il a non, moins de 4 depuis hier, moins de 4 on est maintenant. plutôt inférieur à là où on devrait être. Donc pourquoi est-ce que je vais me précipiter à provoquer quelque chose alors pour l'instant ça tient? Parce qu'il ne faut pas jouer avec sa chance. Moi, personnellement, je rajoute, mais l'emploi, quand on enlève la santé et le secteur public, sur les 3 derniers mois, on est à 41 000. Et j'attends qu'il me le dise. Voilà. Et il ne me le dit pas. Mais il nous dit qu'un affaiblissement surprise marqué du marché du travail, ce serait le déclencheur sans doute pour une hausse de taux beaucoup plus rapide, une baisse de taux beaucoup plus rapide. Une détérioration plus visible que celle que nous camouflent les données complètement distordues par les emplois publics et la santé, qui est un phénomène de société, me permettrait d'agir plus librement. Mais là, je ne peux pas parce que, voilà. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Alexandre, pour essayer de formuler les choses un peu simplement, j'ai l'impression que le marché dit quand même à Powell, il faut baisser les taux. Plus vous attendrez, plus vous devrez en faire. Un peu, c'est vrai. Moi, je pense que de toute manière, il doit prendre date. Alors, effectivement, peut-être au mois de mars, il a quand même laissé la porte ouverte. La seule chose, c'est que le marché dit aussi, et c'est un problème pour la Fed, mais c'est un problème pour toutes les autres banques centrales. Parce que, mais pour tous les pays, l'Europe, la BCE, enfin, je veux dire, elle voudrait agir. Elle doit attendre la Fed, parce que sinon l'euro, il y a des problèmes sur l'euro. Si elle est dovish, si elle baisse ses taux, l'euro peut partir. Donc ça recrée, on sait que par rapport aux matières premières, l'inflation importée. Donc si on avait un euro à parité, parce que finalement, si la Fed dit on baisse pas toutes choses égales par ailleurs, et que la BCE baisse,
bah là, ça va être une catastrophe. Je ne sais pas, si la BCE baisse et que c'est croissance positive, est-ce que ça ne peut pas être positif pour l'euro in fine quand même La Banque du Japon attend aussi, pour avoir plus d'impact, de changer. Non, ça fait 20 ans. Elle attend de changer un peu de politique monétaire, mais elle attend aussi que la Fed soit moins accommodante pour qu'il y ait plus d'impact. Donc là, plus accommodante. Oui, c'est ça. Pas moins accommodante, plus accommodante. Oui. Donc là, pour l'instant, c'est pas coché. La Chine attend quand même des taux plus faibles. Parce que bien sûr. Yuan, etc. Enfin, ça bloque le monde entier. Ouais. Donc il y a bien un moment où les autres banques centrales commencent à dire voilà, Jérôme, si tu pouvais commencer. Non, et puis, vous le disiez tout à l'heure, mais Elisabeth Warren, c'est parti dans la sphère politique. Ah, oui. On a des politiques de premier plan, sénatrice démocrate, Warren, bien sûr, poids lourd du Parti démocrate, qui urge, qui demande instamment, soutenu par d'autres, à Jérôme Powell de baisser les taux maintenant. Non, mais je veux dire, comme vous le dites très bien, la pression politique commence à s'exercer et on peut imaginer qu'elle va être très très forte très vite. Alors quand même en 2018, alors que Powell avait été nommé par Trump et que Trump était quand même, on le connaît, et il avait vilipendé Jérôme Powell d'arrêter de monter ses taux d'intérêt, Powell s'était pas démonté et il les avait montés quand même de manière régulière et très forte. Ouais. Donc c'est pas ça qui va le faire changer, le faire changer d'avis. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, tout le monde a envie qu'ils prennent date et qu'ils disent ok, tu y vas. Pour le reste du monde, et je pense que c'est important, et il en a conscience aussi, parce que la stabilité financière, elle n'est pas qu'américaine, elle est aussi mondiale. Les Chinois, même s'il y a une guerre économique, ils sont quand même dans une situation catastrophique. Donc, il y a un moment, de toute manière, ce qui arrange les autres peuvent aussi un peu les arranger. Je me souviens que c'était des arguments qu'on trouvait assez facilement dans la période de stagnation séculaire, quand il fallait remettre du QI, etc. On regardait le monde, ça apparaissait dans les communiqués de la Fed. Voilà, il y a des facteurs globaux qu'on regarde à l'extérieur même de notre seule zone dollar. Non, aujourd'hui, c'est moins le cas. Bastien, juste un mot sur la BCE. Est-ce qu'il y a quand même, là pour le coup, un degré d'ouverture un peu plus important, dans le sens où, avant la dernière réunion de la BCE, je comprenais que juin était un horizon qui commençait à devenir consensuel au sein du cœur du Conseil des gouverneurs, mais que c'était juin au plus tôt. Depuis le meeting de la semaine dernière, j'ai eu l'impression que c'était quand même juin toujours, mais au plus tard. Ben oui, vous avez tout résumé les choses. Mais est-ce que ça progresse C'est exactement ça. Les choses changent, mais je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. C'est que toute la planète a envie que la Fed passe devant pour pouvoir y aller après. Pourquoi il y a plein de, je sais pas, la Banque centrale brésilienne, c'est pas un petit pays, le Brésil. Oui, enfin, quand même, il y en a plein de banques centrales qui assument et qui prennent leurs risques et qui y vont. Quand on regarde les pays développés sur 2022-2023, c'est vraiment la Fed qui a été plus vite et plus fort que les autres, quoi. Le Canada est à peu près pareil, quoi, mais avec à peu près la même amplitude, à peu près la même vitesse. Mais c'était la Fed d'abord. Et je pense que dans l'autre sens, ça sera la même chose. Ça sera la Fed d'abord qui va baisser ses taux avant. Donc il en a conscience de ça, Jérôme Powell. Oui. Alors il a conscience que la responsabilité, elle commence à juste avant. Oui, c'est pas juste Elisabeth Warren, quoi. Commence à grandir assez fortement. Mais oui, effectivement, sur la BCE. Bon, il y a souvent une communication qui est un peu floue pour la BCE, je trouve. Et là, oui, ils ont centré sur juin et avec le risque que ce soit en avril, quoi. Alors après, sur la BCE, on en parlait un peu avant l'émission, mais ce qui se passe sur les salaires, je trouve, différencie un peu la zone euro des États-Unis. Parce que cette progression des salaires qu'on a en zone euro, avec le salaire par tête qui est aux alentours de 5% en glissement annuel, ça, on ne l'a pas vu depuis des décennies dans la zone euro. Et on n'est franchement pas habitué à ça. Je pense que la BCE n'est pas habituée à ça et elle pense que ça ne va pas disparaître aussi rapidement que ça. Ça se voyait bien dans les projections économiques qui avaient été dévoilées en décembre. C'est pour ça qu'ils prennent plus de temps que les autres, quoi. Plus de temps que la Fed. Après, cette ouverture sur avril, elle est peut-être, je trouve, un peu bizarre, et notamment quand on regarde le chiffre d'inflation de ce matin. Quand on décortique le chiffre d'inflation de ce matin, bon, évidemment, les biens non énergétiques, ça baisse beaucoup, parce qu'il y a les chaînes d'approvisionnement qui se sont améliorées, etc. Mais ce que je trouve un peu
préoccupant, alors en tout cas à surveiller, c'est l'inflation dans les services. Et là, ça fait 3 mois de suite qu'on a une inflation qui est à 4% dans les services. Qui bouge plus. Et qui bouge plus. Ouais. Et là, je pense qu'il y a quand même de matière à se poser des questions au niveau de la BCE, parce que c'est très lié à ce qui se passe sur... Quoi, on a encore des problèmes d'offres? L'offre n'a pas rattrapé, là, dans les services? À vrai dire, je n'arriverai pas à répondre à cette question. Ah ouais. Mais le fait qu'on ait cette stagnation de l'inflation dans les services peut faire se poser des questions à la BCE et prendre plus de temps quand même que pour la Fed. Je pense que voilà, ça c'est... Bon, le problème d'avril, c'est que si la Fed baisse pas le 20 mars, ça veut dire que la BCE partira la première le 11 avril, puisque la réunion suivante pour la Fed, c'est le 1er. Entre-temps, ils auront signalé qu'il y aura une baisse de taux, et donc la BCE pourra y aller tranquillement. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme ça, mais je suis très... Enfin, voilà, je n'y crois pas du tout que la BCE puisse passer avant la Fed, quoi. Ouais. Ça... J'y crois absolument pas. Le marché peut y croire pendant quelques semaines. C'est d'ailleurs pour ça que le dollar... il y a des forts mouvements sur le dollar, mais effectivement... Après, quand même, à partir d'un certain stade, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais je veux dire, s'il y a une divergence encore plus forte qui se matérialise sur le plan de la conjoncture entre la zone euro et les États-Unis, s'il y a plus de croissance plus solide pour encore plus longtemps aux États-Unis et que finalement l'urgence est encore moins présente et qu'à l'inverse en zone euro, je sais pas, on est soumis à des facteurs extérieurs de manière plus importante qu'aux États-Unis. Si on a une vraie dégradation ou un mouvement un peu endogène, récessif qui s'installe, il faudra quand même bien faire quelque chose, quoi. Oui, mais bon. Il faut rester crédible et quitte à pas être crédible, autant ne pas être crédible avec la Fed plutôt que ne pas être crédible toute seule. Voilà. D'accord. Quand on se trompe, mieux vaut se tromper à plusieurs, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça change pour les marchés, tout ce qu'on vient de dire là, et qui est passionnant évidemment, mais Alexandre, c'est en termes de stratégie, de dynamique de marché, est-ce qu'il y a un avant-après les baisses de taux parce que, au-delà de la séance d'hier où le Nasdaq a perdu 2%, je veux dire, les marchés sont plutôt verts à moitié plein largement aujourd'hui. Non, mais clairement, il y a eu un point pivot le 1er novembre. Vous parliez de décembre, mais le 1er novembre, ça a été le point pivot. Changement de politique monétaire, on ne sait pas quand ça se passera, mais en tout cas, ça se passe et on est dans un autre monde pendant quelques mois. Donc, c'est plutôt bon pour les actions. Le fait qu'on ne soit plus dans un processus, clairement, s'il y a une certitude pour l'instant, c'est qu'on n'est pas dans un processus de durcissement. Donc ça, c'est plutôt bon pour les actifs. Avoir une inflation à 2,5 ou 3% pour les actions, les entreprises, c'est pas si mal que ça. Ça permet de répercuter. Les salaires montent, mais ça permet aussi... c'est un peu le phénomène boucle d'or, Goldilocks, pour les marchés actions. Et ce qui s'est passé hier, il y a eu en plus, il faut comprendre qu'il y a eu Powell, mais il y a eu en plus des résultats, des sets magnifiques qui ont amplifié, parce qu'avant quand même, le Nasdaq baissait d'un 60, on a rebaissé de 1 de plus, mais il y a eu un phénomène. Il y a eu la banque new-yorkaise, etc. Donc et en plus, quitte à insister, on est en train de dire que la seule chose que veut Powell, c'est d'éviter une deuxième vague d'inflation. Donc c'est plutôt pas mal. Pas mal. Et donc, je pense que tant qu'elle est crédible, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Et nous, on est plutôt à surpondérer depuis 3-4 mois sur les marchés. Ouais. Et comment on s'expose au marché actions aujourd'hui? Vous l'avez dit, il y a alors le groupe leader 7 Magnifique. C'est un peu le moment de vérité là, avec la période de résultats. On voit que ça peut déclencher quelques prises de profit, ça peut amener quelques déceptions ici et là. On aura d'autres GAFAM qui publieront ce soir. Et puis il y a tout le reste du marché. Est-ce qu'on a envie quand même de jouer un peu l'idée d'une diversification qui se mettrait à payer à un moment quand même, Alexandre? Tout le monde a un peu envie après depuis quelques mois et que à la fois le picking, la diversification ne fonctionne pas parce qu'elle continue. Alors on voit de plus en plus, on a vu beaucoup de flux sur les trackers, des trackers ex-magnifiques ou des trackers équipondérés. Il y a un futur qui est en train de sortir, je crois, sur le S&P et équipondéré. Donc, ça paye ça ou pas? Ça commence, etc. Mais tout le monde a envie parce qu'effectivement, quand vous avez 30% de la cote sur 10 valeurs, c'est compliqué. Et d'ailleurs, le marché américain, c'est les 7 magnifiques, c'est plus l'économie américaine en tant que telle, donc c'est même compliqué d'analyser. On a eu à peu près cet attrait avec le luxe pendant un petit moment et puis en Europe. Mais donc, de toute manière, il faut en continuer à en avoir. Les sous-pondérés, nous, on est vraiment en train de se poser la question et essayer d'aller sur des acteurs plus... Même avec
avec la perspective de baisse de taux qui pourrait justifier encore du re-rating pour ces valeurs-là. Vous dites cette mécanique-là, il ne faut pas jouer trop longtemps avec. Non, il ne faut pas jouer trop longtemps avec. Après, on peut avoir des taux réels qui rebaissent aussi sur les valeurs un peu plus cycliques. Enfin, ça peut être positif aussi, ouais. Et nous, paradoxalement, sur l'Europe, on pense que la recovery, elle est en train de se mettre en place, vous en parliez tout à l'heure, et qu'on est plutôt à privilégier paradoxalement l'Europe depuis 2 mois que les États-Unis. Le marché est trop pessimiste sur l'Europe ? Je pense que le marché est trop pessimiste et surtout on commence à avoir quand même des signes d'un retour à la croissance. On a vu la distribution de crédit ou des choses qui ne sont pas encore pris pour nous par le marché, avec quand même l'Europe, en tout cas plus personne n'en voulait. Il y a eu des outflows incroyables dessus, de la part des investisseurs locaux d'ailleurs, et on pourrait avoir un attrait supplémentaire d'ici la fin de l'année. Bon. Il n'y a rien de très réjouissant ni inspirant sur les données d'activité en zone euro depuis peut-être un an maintenant, plus qu'un an. Bastien, à quoi on peut se raccrocher pour 2024 pour se dire qu'il y a peut-être quand même aussi des moteurs positifs qui peuvent au moins conjoncturellement jouer. Sur les actions en général ? Non, sur l'économie, là, je parlais de la zone euro-économie, mais on parle du marché et de la macro. Mais sur les actions, dites-nous. En fait, sur les et est-ce que ça justifie d'être constructif et plus positif sur les actions européennes ? Sur les actions, depuis le 1er novembre, parce que c'est vraiment là qu'il y a eu un grand tournant sur les actions ont pris 20%. Et ça correspond au fait que les marchés ont anticipé bien plus de baisse de taux de la Fed. On arrive quand même à un moment où le marché price quand même un certain nombre de baisses de taux. Donc pour avoir des marchés actions qui progressent parce qu'on va anticiper un peu plus de baisses de taux, il faudra quand même qu'il se passe un petit quelque chose, quoi. Donc on est positif globalement sur les actions, mais modérément optimiste sur les actions. Et ce qui est intéressant sur les magnifiques, sur les 7 magnifiques, c'est qu'elles ont vraiment évolué en tandem sur, on va dire, les 2 dernières années ou 1 année et demie. Et là, depuis un mois, ça y est, il y a un grand écart, c'est assez spectaculaire, avec Nvidia qui, year to date, c'est plus 25%, Tesla, c'est moins 25%, Apple, c'est moins 5%. Donc là, on voit que ça y est, il commence à avoir de phénomène de concentration. Microsoft plus Nvidia depuis le 1er janvier et depuis le début de l'année, c'est 75% de la performance du S&P. Oui. C'est 2 valeurs maintenant qui ont fait, sur un mois en tout cas, 75% de la perf du S&P. Et on voit que même au sein même de ces 7-là, il commence à y avoir un peu de la discrimination en termes de l'investissement sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, quoi. Et là, on voit bien que le Nvidia, Microsoft s'en sortent mieux, parce qu'il y a plus d'exposition, d'investissement, d'efforts qui sont faits. De CAPEX, bien sûr. Là-dessus, alors que c'est moins le cas sans doute pour les autres valeurs dans les 7 magnifiques. Et là, ça, c'est l'un des thèmes qui continue à être très important. En tout cas, chez CPR, on croit beaucoup au thème d'intelligence artificielle. On le met beaucoup en avant. Comment il se diffuse au-delà de Nvidia, justement comment on peut le jouer pour garder du Nvidia, mais pas être exposé que à Nvidia Je n'arriverai pas à vous donner des noms spécifiques. Non, pas de noms spécifiques, mais je sais que dans les macroéconomiquement même, ou sectoriellement, comment ça se diffuse partant de la superpuissance Nvidia et de la position pour l'instant ultra dominante. Ça se diffuse, ça va mettre beaucoup de temps à se diffuser, mais on voit déjà que dans l'industrie, il y a certains sous-secteurs dans lesquels on commence à l'utiliser de façon importante et ça amène à des gains de productivité qui sont significatifs. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer et en gros, on va essayer de voir qui sont les gagnants et les perdants de cette diffusion de l'intelligence artificielle. Quoi. Alexandre ? Non, mais il n'y a qu'à voir, sans citer de valeur, on conseille de valeur, mais les résultats de Publicis, l'intelligence artificielle était au cœur de la communication des résultats. On est d'accord. IBM, pareil. Ça concerne, il y aura des gagnants et des perdants, mais dans toutes les industries, l'intelligence artificielle va créer des gains de productivité, des relais de croissance énormes. Ouais. On le voit déjà sans le voir ou pas, Véronique ? Non, on le voit pas. On le voit pas encore au niveau macroéconomique. On a bien le sentiment. Oui, mais c'est solo 2.0 ou ça veut dire que ça existe et qu'on le voit pas ou Ça veut dire que ça change un certain nombre de choses, mais que c'est
pour l'instant, c'est pas au point de l'emporter sur la dynamique macroéconomique. Et donc, effectivement, au niveau microéconomique, on constate les entreprises peuvent montrer ce qu'apportent ces nouvelles technologies, et c'est de la rentabilité, de la productivité, mais au niveau macroéconomique, pour l'instant, on le voit pas. Et c'est la grande question. Nous, on est en train d'essayer justement d'approfondir les analyses, la compréhension de différents secteurs. Je suis en train de faire une formation approfondie sur l'IA parce qu'il n'y a pas mieux que de bien connaître les produits. Et puis d'ailleurs, ça pourrait peut-être nous servir. Bon, ça bute assez rapidement quand même. Bon, mais ce qui est très bien du reste, donc pour la préservation des métiers d'économiste. Mais voilà, pour bien comprendre la profondeur et l'enjeu plus général. Et je pense que j'ai un peu le sentiment que 2024 va être l'année, après ce qu'on a payé, ce que les marchés ont payé comme espoir, où on va commencer à avoir des retours. Et puis on commence d'ailleurs à entendre, je ne sais plus dans quel domaine, là on ne va pas pouvoir vraiment développer grand-chose dans notre domaine à partir de l'IA. Ou dans d'autres secteurs, voilà, je pense notamment à la médecine, où c'est quand même un truc absolument... je pense qu'il y a un secteur qui est particulièrement exposé, où ça peut bouleverser complètement. Et c'est la santé, notamment parce que c'est un outil. C'est juste un outil supplémentaire qui permet d'améliorer la performance dans des proportions juste inimaginables. Donc ça peut aller très vite. Et c'est beaucoup plus facile dans les domaines, me semble-t-il, où l'IA devient un outil qui améliore la performance, que quand c'est un outil qui vient changer le mode de production et remettre à plat les structures. Et c'est ça, je pense, qu'il va falloir bien suivre. Et j'ai l'impression qu'on va avoir assez rapidement en 2024 quelques pistes déjà, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Même les bons chiffres de productivité aux États-Unis, je pense qu'ils sont bien davantage liés aux dépenses publiques de Biden qu'à un quelconque effet IA pour l'instant. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, Alexandre Ezès, stratégiste chez Banque Richelieu, j'ai bien retenu, Bastien Dreux, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management, avec ce livre, je le rappelle, L'inflation c'est quoi ? Pourquoi les prix montent ? Paru aux éditions Deboc Supérieur.